Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Le métier de product marketing est de plus en plus mature et compris dans les entreprises tech, que ce soit en start-up ou en scale-up. Mais ce n'est pas forcément le cas dans des entreprises corporate qui n'ont pas toujours une culture produit digital aussi développée et où le marketing peut aussi être perçu d'un mauvais œil. Dans cet épisode, je donne la parole à Julien Laforêt, leader produit chez OnePoint et fondateur du club Product Incorp, pour qu'il nous partage tous ses conseils et hacks pour faire du product marketing sans le dire quand on travaille dans une grande entreprise. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer cet épisode avec Julien, où il nous explique sa vision du product marketing et la complémentarité avec le rôle de PM, les principaux enjeux des entreprises corporate quand il s'agit de faire du product marketing, les bonnes pratiques pour embarquer les équipes, notamment les exécutifs, pour mettre en place des actions concrètes, et des conseils et astuces pour faire du product marketing pour des produits qui sont destinés aux collaborateurs. Tout ça avec une joie débordante et contagieuse. J'espère que cet épisode vous aidera, que vous soyez PMM ou non, à implémenter des actions product marketing efficaces pour développer l'activité de votre entreprise. Bonne écoute! Salut Julien, comment tu vas ? Salut Carlotta, va bien et toi? Ça va, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors que moi c'est Julien Laforêt, alias Juju Lafrite, voilà sur LinkedIn pour ceux qui me connaissent que par mon petit sobriquet. Je suis chez OnePoint, qui est un cabinet de conseil, et je suis leader product au sein de notre tribu. On est 150 product teams. La petite spécificité, c'est qu'on est 100% dédié aux grandes entreprises. Et donc j'ai deux casquettes. Une première casquette, product, chez des clients grandes entreprises. Par exemple en ce moment, je mène une mission de head of product pour lancer un gros produit international avec un MVP, une phase, une roadmap. Et parfois j'accompagne aussi des execs produits dans la structuration de leurs équipes, comment on arrive à embarquer aussi le reste de l'organisation, pas forcément toujours très simple, en corporate, voilà. Et une deuxième casquette, donc ça c'est vraiment des missions clients, de rayonnement. Et là, j'aide à faire grandir le product management dans les grandes entreprises, on va dire aussi par un club que j'ai lancé et que j'ai l'honneur d'animer aux côtés d'autres personnes, qui s'appelle Product Incorp. Voilà, c'est un club d'entraide entre execs et équipes produits de grandes entreprises. Voilà, ils se parlent peu, c'est pas forcément toujours très simple. Leurs défis sont un petit peu différents de ce qui se passe en startup scale-up. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire grandir cet écosystème-là aussi, dont je suis fan. Justement, on va avoir le temps d'en parler de ces problématiques de product marketing et de culture produit dans les grandes entreprises. Comme c'est la première fois dans Product Marketing Stories que j'accueille un profil produit, PM, est-ce que tu peux nous donner ta vision de qu'est-ce que c'est que le product marketing et comment est-ce que tu l'associes aussi au métier de product manager ? Ça sera que ma vision, hein, bien sûr. C'est pas la définition, tu vois, normale. On peut toujours se battre sur ce que c'est, et cetera. Mais moi, j'aime bien, pour expliquer ça, faire le parallèle avec un produit non numérique. Parce que voilà, souvent, on se dit: «OK, qu'est-ce que c'est ?» Prenons un exemple, un shampoing. Pour qu'un shampoing, ça soit un succès, en fait, il y a 2 éléments à prendre en compte. La première chose, c'est de concevoir, de produire un produit, un shampoing, qui réponde aux attentes d'une audience, qui soit en phase avec la marque, qui soit rentable. Et la deuxième phase pour que ça fonctionne bien, le deuxième élément de succès, c'est qu'il faut aussi distribuer ce produit. C'est bien beau de le produire et de le sortir en usine, mais si on n'a pas créé une histoire autour, si on n'a pas donné envie, si on n'a pas mis en avant ses avantages, ses différences, si on l'a pas distribué jusque là où sont en fait finalement les potentiels clients, si on n'a pas aidé aussi parfois les vendeurs à bien vendre le produit, si on n'a pas recueilli les retours pour pouvoir améliorer sur les prochaines versions du produit, tout ça c'est bien beau, mais on a des produits qui sont en sortie d'usine et qui nous attendent tranquillement sur le parking et c'est magnifique. Donc voilà, c'est un peu pareil. Pour un produit numérique, pour que ça soit un succès, il y a ces deux mêmes aspects. Un produit qui réponde à un besoin du marché, qui soit facile à utiliser, soit viable pour l'entreprise. Et ça, c'est la mission, pour moi, du product manager. Mais il faut aussi qu'un produit soit connu, qui donne envie d'être utilisé, qui soit acheté et achetable, qui soit utilisé, qui génère des retours positifs aussi, de la valeur récurrente via son usage. Et c'est là où, pour moi, le product marketing a un rôle essentiel à jouer en binôme avec le product manager. Un produit qui est super avec un mauvais product marketing, c'est un produit génial mais qui va jamais atteindre sa cible et qui va mourir parce qu'il n'y aura pas d'usage. Et un produit complètement pourri mais avec un excellent marketing, ça se voit très très vite. C'est des tonnes de nouveaux utilisateurs et puis très rapidement, pouf, l'usage qui s'effondre. Ça, c'est pour moi l'alliance entre les deux. Après, bon, voilà, là où ça se complique dans le contexte des grandes entreprises, parce que c'est là-dedans que je bosse vraiment très principalement, c'est que dans la culture du produit numérique,
Le très gros focus en fait sur les efforts, là où on met le budget, là où on met tout ça, là où on met le temps investi, c'est dans le développement du produit. Et le product marketing, ça reste vu comme un truc très sympa. On va faire une petite newsletter, ça suffira, ou un petit guide utilisateur, on en parlera après. Mais ça reste moins essentiel que de livrer et de développer. Voilà. C'est pas que l'un soit plus intéressant que l'autre, mais que aujourd'hui c'est très déséquilibré et c'est un aspect, on va dire un peu plus ingénieur dans l'âme, le développement avant tout. Et un équilibre serait peut-être mieux pour le garantir le succès du produit. Pour aller dans la même lignée, c'est ce que tu dis finalement, le métier de product marketing, enfin, au-delà du métier, des composantes, il est de plus en plus mature dans les entreprises tech, start-up, scale-up, etc. Mais en fait, pas encore assez dans les entreprises corporate, dans les grandes entreprises, où finalement, c'est que la culture produit, elle n'est pas toujours aussi développée. Et finalement, le product marketing, c'est une composante de la culture produit. Est-ce que tu peux nous, pour justement illustrer davantage, nous expliquer ton principal enjeu aujourd'hui que tu rencontres avec tes clients quand il s'agit de faire du product marketing, justement? Comme je disais, tu vois, quand on parle de produit numérique, vraiment, il y a un fossé immense dans la manière de penser au marketing en tant que tel, si on compare des produits physiques que l'entreprise fournit. Tu vois, je reprends mon exemple du shampoing là. Imaginons qu'on ait une entreprise qui fabrique un shampoing et qui veut le mettre sur le marché. Eh bien, évidemment qu'il y a d'abord en fait une étude de marché pour comprendre comment positionner, quels sont les besoins. Évidemment qu'il va y avoir une réflexion sur la cible, sur les personas, sur ses besoins, sur la proposition de valeur, sur la différenciation, sur c'est quoi ces features-là qu'on va vouloir mettre en avant. Évidemment aussi qu'il y aura une phase de prototypage. On va vouloir tester différentes formulations auprès d'un panel, tout ça pour dérisquer le produit, mais aussi pour dérisquer les messages marketing, tu vois, avant de passer dans l'usine et de produire. On va faire un plan costaud de marketing, de awareness, de com, de pub, etc. On va s'assurer de comment le distribuer, on va mesurer le résultat, on va récupérer, on va s'améliorer. Bref, tout ça dans une entreprise qu'on adresse, par exemple, tu vois, un fabricant de shampoing, ça c'est normal. En fait, même le mot du product management, ça vient du milieu industriel. C'est la gestion d'un produit, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, moi, chez L'Oréal ou chez d'autres, qui ont ce job de responsable de produit et ils traitent de ça. Voilà. Donc, sur le produit physique, grosse culture du marketing, grosse culture du produit. D'ailleurs, c'est les champions du monde, ces gens-là. Par contre, dès qu'on parle de produit numérique, en fait, toute cette culture-là, pouf, s'évapore. Alors ça, c'est un petit peu curieux. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait qu'ils font pas la même chose pour leurs produits tu vois, ils sont géniaux sur leurs produits physiques et sur leur product marketing. Et comment ça se fait qu'ils font pas ça sur ça? En fait, ça vient, pour moi, encore une fois, je suis pas psychologue d'entreprise, mais mine de rien, j'ai une petite explication. C'est que la manière d'aborder le numérique, elle n'a pas du tout été la même quand on a abordé ça en grande entreprise. Et la relation traditionnelle qu'ont les grandes entreprises sur le numérique, je dis encore traditionnelle parce qu'il y a des endroits où c'est pas du tout le cas, mais je dis dans le cas général, la culture, quoi, c'est que sur le numérique, on oublie tout ça. Le métier écrit des expressions de besoin, d'accord, voilà. Puis après, ça passe à l'informatique qui va développer les fonctionnalités. Puis à la fin, on teste. Voilà. C'est ça la culture de base qui est issue d'années et d'années et d'années de fonctionnement comme ça avec le métier d'un côté, la DSI de l'autre. Donc c'est normal, quand il s'agit de produits numériques, on concentre l'immense majorité des efforts sur le delivery du produit, product delivery. Donc déjà, rien que sur le delivery, et sans parler du product marketing, il va falloir déjà péter la barrière le métier versus l'IT, la direction versus les utilisateurs, les MOA versus le MO et les sales versus le product, etc., etc. Il y a déjà des organisations et des grosses barrières à péter. Et encore, je ne te parle même pas encore du marketing là-dedans. Et alors, le product marketing, alors là, généralement, ça dépend des types de produits. On parlera peut-être aussi de produits numériques qui sont par exemple B2E, c'est des produits pour les collaborateurs qui sont encore, alors là, product marketing, c'est encore plus la fête. Mais globalement, pour le product marketing, ce qui se passe, c'est que tu as un grand plan, on va faire ça là, ça va être dans tel sprint, des machins, etc. Donc dans toi, le delivery, ça va être assez détaillé. Et après, tu as une grande barre en bas du planning projet, je sais pas si tu l'as déjà vu, celle-là, cette grande barre avec marqué com/marketing, tu vois, une grande barre. Il faut faire de la com, tu vois. On comprend rien, mais c'est pas grave. Donc une grande barre. Parfois, on appelle ça même conduite du changement. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, avec une grande barre en bas. Donc ça montre à quel point, en effet, la maturité, on va dire, sur la manière de comment distribuer un produit, de l'awareness, l'attraction, mesurer l'usage, etc., elle est extrêmement faible de manière générale, encore une fois. Et dans un endroit où c'est fait de manière géniale, y compris en corpo. Et dans la plupart des cas, franchement, c'est pas simple. C'est pas un jugement sur ils sont mauvais, c'est juste leur background, quoi. Donc voilà, puis ils vont y mettre 10% de budget parce que tu comprends ces trucs-là, voilà, c'est bien, ouais, on va faire un peu de com et tout, voilà, ça ira quoi, tu vois. C'est important, c'est de livrer les fonctionnalités dans les temps, quoi. Donc voilà, on est très très loin, hein, tu vois, de parcours ARRR, comme ça peut être le cas, tu vois, en startup scale-up où en fait, ça me paraît normal, quoi. La différence aussi, c'est que sûrement en startup, en scale-up, 100% du revenu vient du produit. Donc forcément, le marketing product, c'est essentiel que si tu le fais pas bien, tu as 0 € de revenus. C'est compliqué.
Une entreprise, je donne un exemple comme Auchan, comme Carrefour, comme des banques, 100 de leur revenu ne vient pas en fait, d'un produit numérique. Ils ont, de la vente physique. Il y a aussi ce côté où le product marketing est encore petit parce que c'est pas au cœur de l'activité ou 100 au cœur de l'activité de la boîte. Donc c'est aussi normal par rapport à leur business model. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça le grand défi. Le product marketing déjà a parfois pas de nom du tout. On appelle ça conduite du changement, on appelle ça com et c'est vu comme le truc avec un peu de com, voilà. C'est plus vu comme un espèce de mal nécessaire, tu vois? Un truc qui va prendre du budget. C'est quand même dommage parce qu'à la place de filer du budget là-dedans, on pourrait développer d'autres features, tu vois? Encore plus complexe le produit, tu vois? Génial. C'est difficile et vraiment notre mission, c'est comment je peux arriver à amener la culture qu'ils ont très, très forte du marketing de leurs produits physiques dans les produits numériques. Voilà, plutôt que d'un saupoudrage, de petites com, de conduite du changement, tu vois? Je connais aucune scale-up à succès ou start-up qui s'est dit: «Tu sais quoi? En marketing, on va faire un truc génial, c'est qu'on va envoyer une newsletter au début pour dire: "Tiens, il y a ce truc-là", pour les tenir au courant et à la fin, on va faire une formation aux utilisateurs et on va faire un guide utilisateur». Ça viendrait à l'idée de personne. Et ben ça, c'est pas que c'est bête ou pas, c'est l'historique et la culture traditionnelle qu'il y a en grande entreprise. C'est comme ça que sont faits énormément, encore aujourd'hui, d'applications, y compris pour les collaborateurs ou B2B. Donc voilà, il y a une très grande immaturité, c'est pas une critique là-dedans, mais une très grand retard peut-être sur l'application du concept du product marketing dans les produits numériques. Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de nommer et de dire je fais du product marketing, mais c'est en fait de réussir à insuffler les méthodologies, les actions qui sont faites et finalement qui relèvent du product marketing. Et justement, est-ce que tu peux nous partager des astuces, des actions concrètes pour les personnes qui doivent mettre en place finalement du product marketing sans le dire? Comment elles font? Alors, je le dis, on est entre nous, on kiffe le product marketing, on kiffe le product management. J'ai tenté un truc et je me suis pris une énorme tarte et c'est normal. J'ai dit, mais attendez, on arrête la conduite du changement, on va faire du product marketing, les amis, ça va être génial. C'est arrivé. Écoute, tes histoires de trucs à l'américaine, machin, etc., Marty Kagan et j'en passe et des meilleurs, tu sais où tu peux te les mettre hein, parce qu'en fait, nous, on a un métier sérieux, s'il te plaît. Donc, les trucs avec les grands mots alambiqués, machin, etc., tu arrêtes cette histoire. Et j'ai pris une grosse tarte et je me suis dit, mais en fait, c'est normal. J'ai pas fait mon job à moi, qui est de penser au personnage que j'ai en face de moi, de parler dans son langage, d'être très empathique par rapport à elle, et il faut faire ça. Donc, nous, on connaît la théorie du product marketing, on connaît la théorie du product management, on est trop fans entre nous, on s'en parle avec notre petit vocabulaire. Dès qu'on arrive en face de nous avec des gens qui n'ont pas du tout cette culture-là, il faut s'adapter. Parce que ça va créer, en fait, l'effet inverse de, oh là là, ok, alors c'est ceux qui vont encore dispenser des trucs avec des grands concepts improbables, etc. Voire même, en fait, il y a même parfois une perception, sans parler de product marketing, mais juste de marketing, que tu sais cette phrase, ah ouais, c'est du marketing, ça. Ou c'est de la pub? Voilà, c'est de la pub. Et c'est de la pub au sens, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ce qui va être délivré. Et ça, j'aime pas ça, parce que pour moi, le marketing, le but, c'est de vendre la différence. C'est pas de survendre ou de mal vendre. Ça, c'est un mauvais marketing. Mais il y a cette espèce d'histoire-là. Donc, j'utilise pas du tout ces termes-là. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut, en ayant dit ça, en disant, bah, ok, merci, c'est très gentil, Juju, mais Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu nous fous un petit peu le bourdon et tu nous fous dans la merde avec cette histoire. Ce qu'il faut faire, c'est trouver qu'est-ce que je peux proposer qui va servir l'intérêt des stakeholders, des parties prenantes, des directions métiers qu'on a en face de nous, voilà, qui sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Alors, ça peut paraître un petit peu contre-productif, de se dire: «Mais attends, pourquoi il faut aller les convaincre dans leur langage? On va perdre du temps» et cetera. Sauf que vu qu'ils te demandent pas d'en faire, personne, hein, enfin, je sais pas comment ça se passe chez toi, tu vois? Mais chez moi, personne m'a dit: «Oh, on a un projet, on a un produit qu'on aimerait lancer. Franchement, tu pourrais nous aider, Julien, à faire du product marketing?» Personne ne m'a jamais demandé ça. Par contre, on m'a dit, «Il faudrait faire de la conduite du changement». Donc je fais: «Ah oui, excellent». Et tu vois? Et dans la manière de faire, on va le faire différemment. Du coup, ouais, j'aimerais bien te partager peut-être, 2-3 trucs concrets avec grand plaisir. Partage-nous tes trucs de ninja, comme tu les appelles. Oui, j'aime bien. Par rapport à, justement au projet, tu vois, s'il y a des choses à faire en début de projet, en milieu de projet, fin de projet, enfin, tu vois, s'il y a 3 choses à faire, c'est quoi? J'appelle ça des trucs de ninja ou des trucs de pirate parce que encore une fois, on n'est pas demandé. Donc quand tu es pas demandé et que tu as une conviction que tu veux pas fai que tu veux la faire, il faut pas aller en frontal en disant, «Voilà comment il faut faire». Parce qu'en fait, on va te dire: «Non, on ne fait pas comme ça chez nous». Donc je pirate et je ninjate de l'intérieur pour aller gagner, tu vois, petit à petit. Au début, quand tu vois, on va aller, je sais pas, lancer une grosse release ou un nouveau produit, tu vois, que tu veux lancer sur le marché ou pour des collaborateurs, si tu fais un produit à destination de collaborateurs. Imagine que tu veux, préparer ta, proposition de valeur produit, ta fameuse value prop et que personne veut t'aider à faire ça. Parce que tu vas voir ton directeur, métier: «Ouais, on va faire ensemble la value prop, tu vois, pour comprendre et cetera». Il va dire: «Écoute, je t'ai juste demandé d'aller mettre en avant les features dans une newsletter et c'est tout». Donc ce qu'on va faire, c'est que puisque c'est pas demandé et que les gens te disent non quand tu veux le faire avec eux parce qu'ils n'ont pas le temps, tu comprends? C'est normal. On va faire une feinte, on va jouer sur l'ego du sponsor métier. C'est pas bien, c'est de la manipulation mentale. Je nierais de l'avoir dit, d'ailleurs personne ne nous écoute et personne ne se rend. Globalement, on va faire cette petite manipulation douce qui va être, on va faire une vidéo pour mettre en avant le business sponsor.
Tu vas dire: «Attends, le product marketing, le but, c'est pas de mettre en avant les gens». Oui, mais c'est un moyen de faire accepter le product marketing. Donc, exemple, dans cette vidéo qu'on va faire, en fait, on va aider le sponsor business à expliquer à son audience à quel point il est proche de ses utilisateurs, à quel point son image, en fait, est visionnaire aussi et très, très proche du terrain, tu vois? Donc c'est ça l'objectif premier. Tu vas dire: «C'est bizarre, c'est quand même» oui, mais c'est peut-être le moyen d'y arriver. Donc par exemple, si j'avais demandé à un sponsor métier, j'en ai, tu vois, eu plusieurs, je faisais par exemple, tu sais, des applications pour des directions financières, donc pas forcément très, très product par nature, c'est normal. Je leur ai dit au début, j'avais tenté, ce serait bien, tu vois, de faire une identité de marque, de faire une proposition de valeur pour, tu vois, comprendre et puis capter un petit peu l'attention, que les gens se rappellent du truc. Écoute, tes trucs de com, là, machin, ça. OK. Donc on va faire une vidéo pour vous mettre en avant et vous expliquer en fait l'intérêt que ça a pour vos collaborateurs, cette application. C'est important, ça vous permettra de montrer que c'est pas un projet qui a été inventé par le siège, pour le siège, etc. Ah ouais, c'est important ça. C'est important pour leur image, pas parce qu'ils veulent m'expliquer à moi. Donc je détourne un petit peu l'attention du truc. Et en fait, en faisant ça, en faisant le script de la vidéo, en fait, on va aborder tous les trucs du product marketing et du product strategy. Par exemple, OK, alors déjà, il faut expliquer à vos utilisateurs pourquoi vous avez pensé à cette fonctionnalité, à ce produit-là. En quoi c'est important pour eux? À qui ça s'adresse? Finalement, c'est quoi les problématiques concrètes en fait que vous voulez résoudre chez eux? C'est pas pour moi, hein. Moi, je n'ai pas besoin, vous savez, c'est dire, mais eux, pour votre image, ça montre à quel point vous êtes prêts, etc. Tu vois. Je pirate un petit peu. Voilà, pourquoi maintenant? C'est quoi les 3 meilleures features? Qu'est-ce qu'elles vont apporter? C'est quoi les gains en fait qui sont attendus? C'est important pour eux. Voilà, vous montrer à quel point vous êtes proche, que vous avez une vision très claire de ce que ça pourrait leur apporter. Waouh, ça va être incroyable. Astuce de ninja, donc tu vois, on fait toute la value prop finalement, là, tu vois, le why now, machin, qui on adresse, etc., etc. Oui, et c'est eux qui le font pour toi. Enfin, finalement, toi, tu vas poser les questions. Parce qu'ils ont un intérêt et parce qu'ils ont un intérêt personnel. Parce que c'est eux et leur image qu'on va mettre en avant. Et donc c'est pas juste pour nous. C'est ça la grosse différence. Deuxième astuce de ninja, tu dis bon, OK, tout va bien. Imaginons en fait que ce stakeholder-là n'avait pas eu le temps de t'expliquer tout le truc, mais que c'est extrêmement clair dans sa tête. Bah, tu as un script génial et donc du coup, tu as fait ton job, ça va être super. Toi, tu vas pouvoir le décliner de plein de manières, tu fais la vidéo, tout va bien. Imaginons maintenant que ton stakeholder que tu avais en face de toi, le résultat est pas ouf, hein. Ça peut arriver parce que ça n'a pas forcément été super bien pensé, parce qu'en fait, il dit qu'il connaît très bien son audience, mais que tu sens que dans les messages qu'il veut faire passer, c'est un peu plat. Je fais un exemple. L'objectif, ça va vous faire gagner pour l'utilisateur du temps afin que vous vous concentriez sur des tâches à valeur ajoutée. Tu vois, genre de truc méga plat, Un peu bateau. un peu bateau, complètement tarte à la crème même, tu vois. Donc, bref, tu sens bien que c'est naze. Alors, on va pas leur dire c'est naze. Par contre, on va leur dire c'est très intéressant, il y a vraiment quelque chose à creuser. Par contre, j'ai l'impression que, tu vois, pour ton image, le fait de dire ce genre de phrase-là, ça va pas leur paraître suffisamment concret et que du coup, ça va même renforcer ton image de quelqu'un qui est déconnecté du terrain, qui est pas forcément très proche d'eux. Est-ce que tu n'as pas des exemples concrets? Non, on n'en a pas. Ah, alors j'ai une idée. Je vais te proposer un truc. Est-ce que ça te dirait qu'on aille voir ensemble quelques utilisateurs, on va les écouter, en fait, on va leur proposer ces problématiques-là, et en fait, ils vont délivrer leurs vraies histoires, leurs vrais trucs, le vrai gain, etc. Et toi, tu vas t'approprier ces messages-là pour les passer après, et comme ça va faire ça. Et tac, pour son image, ça y est, on a des séances de discovery utilisateur. Waouh, incroyable. C'est génial. C'est génial au sens, ça va nous sauver la vie et puis surtout, ça va sauver la vie du produit aussi et ça va en plus mettre en avant l'image, du stakeholder. Donc il y a quelque chose à y gagner. Voilà, en corpo, il faut que les gens aient quelque chose à y gagner, souvent. Il y a quelque chose comme ça et je trouve que si on dit: «Il faut faire du product marketing», c'est dur. Si on leur dit: «Ça va vous aider à vous mettre en avant vous et à quel point vous êtes proche», on a plus de chances d'y arriver. Voilà, un petit exemple de ce qu'on peut faire en début de projet, tu vois, au début pour embarquer les stakeholders et après ils sont super demandeurs d'autres trucs comme ça. C'est vraiment la clé, c'est d'embarquer et de trouver son champion. Sans convaincre. Exactement. On les coach, et cetera. C'est difficile pour eux, il y en a plein, ils ont jamais fait ça en vidéo, donc je leur montre des exemples, par exemple, dans le monde du jeu vidéo. Tu vois, généralement, c'est avant que un grand jeu, je sais pas, Diablo, sorte, il y a des confs qui sont faites avec les gamers et en fait, avant que le produit sorte sur le terrain, tu as des équipes qui expliquent ce qu'il va y avoir comme fonctionnalité, ils teasent, et cetera et je leur montre ces vidéos-là, je fais: «Oui, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on veut faire». On va teaser et donner méga envie du produit pour que les gens «s'abonnent» entre guillemets ou, disent: «J'ai envie du produit» alors qu'il est pas encore là. Tu imagines, c'est incroyable. «Ah ouais, super» et je fais: «C'est vous que je veux avoir en avant parce qu'on s'en fout, c'est pas une question de développeurs, c'est une question de gens qui portent la vision et pourquoi. Oh, super! Et donc, du coup, on arrive à faire ça. Ils sont pas forcément très à l'aise face caméra. On va les aider, on va les coacher. Et après, ils vont dire, mais en fait, toi, tu fais quoi? Tu fais de la com, tu fais du change, tu fais, oui, oui, tout ça, tout ça, tout ça. Tu dis à la fin que ce sera du product marketing. Exactement. Et à la fin, tu dis, tu sais ce qu'on a fait là? Alors ça, c'est du product marketing. C'est un truc qui est génial, qui est utilisé partout. T'as vu? Donc, t'as vu comment t'es un champion? T'as vu comment t'es un boss? Le résultat, il est génial. T'es trop fort. C'est super. Du contenu de qualité. Regarde les feedbacks qu'on a. Donc voilà, j'explique le truc à la fin, quoi. Jamais au début, je leur dis juste, on va faire une vidéo avec l'image et basta, quoi. C'est qu'un exemple, hein, sur le début du projet, quoi.
quoi. Ah mais super intéressant et est-ce que tu aurais d'autres exemples, soit en cours de projet quand, il faut aller, motiver les équipes commerciales ou en fin de projet? Tout dépend des produits que tu fais encore. Mettons que tu fais un produit externe, qui doit être promu ou vendu par des commerciaux. Ça se fait en ce moment. Tu vas vouloir faire un sales kit, une présentation, quelque chose, ou même éventuellement un truc un peu mieux qu'une presse où, chacun va se l'approprier et raconter ce qu'il a bien envie comme histoire. Pas qu'ils sont nuls ou pas, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir autant d'histoires que de personnes. C'est un peu compliqué après pour maîtriser, si tu veux, ta value propre et les messaging, quoi. Donc pour faire ça, imaginons que ce soit un truc sales. Alors là, petite idée, il n'y a pas que moi qui l'ai, hein, je l'ai vu plein de fois. En fait, on va organiser un concours de pitch entre sales sur les features. C'est un exemple, hein. Donc là, ce que tu fais faire ça. Alors, oh, un concours de sales, de pitch et machin, écoute, on est grand, etc. Alors, ils n'ont pas envie. Pour qu'ils aient envie, tu vas faire un truc. S'il fait, en fait, c'est en avant-première sur les features, sur le badge, sur le machin. Tu sais quoi? On va faire un peu comme sur le shampoing avec le panel, là, pareil. En fait, on va faire un concours de sales, on va les coacher en fait pour qu'ils soient très bons. Différents sales, et en face d'eux, il y a un jury qui est constitué de leur boss. Ah, du coup, ils viennent, ils vont faire ça sérieusement. C'est comme ça, hein, la corpo, hein, voilà, parfois. Et aussi, on fait venir des clients. Des clients pour avoir le feedback et tester. Et oui, la grosse astuce. Ce qui fait qu'en fait, du coup, c'est pas juste le boss qui peut dire ouais, c'est nul, c'est pas assez bien. Non, c'est le client qui va donner le feedback. Méga neutre. Donc en fait, tu vois, tu fais ça, et ça promeut les 16, du coup, tu valides en fait ton messaging en même temps, avec des clients, etc. J'ai même fait des trucs un peu plus fous. C'est que quand il y avait des features, j'avais des panels d'utilisateurs cibles ou de clients, et c'était eux que je coachais en fait pour pitcher. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, c'était pas des sales qui vendaient, c'était les clients qui se vendaient en fait à eux-mêmes. C'est la meilleure manière. Ah bah ça, c'est le Inception de ma boule, hein. C'est l'astuce de ninja ultime, tu vois, rang diamant. Là, c'est vraiment, voilà, Pokémon rare. On est vraiment sur des trucs costauds. Imagine que tu fais une application pour des collaborateurs. Une nouvelle application de gestion des stocks en entrepôt, tu vois, que sais-je, ou dans tes magasins. Là, tu n'as pas de sales. Il n'y a pas. En fait, il faut que tu trouves tes champions. C'est des gens qui vont être vraiment des utilisateurs cibles, qui vont faire partie de ton panel, qui vont concevoir avec toi. Et ces gens-là, tu vas les bichonner en product marketing. C'est-à-dire que tu vas dire, OK, de la même manière qu'il y avait la vidéo avec le boss qui explique la vision, la value propre, le machin, eux, ils vont être au niveau en fait de l'utilisateur, donc tu as différents personas, et on va faire une vidéo avec eux, beaucoup plus terre à terre. Salut à tous, moi c'est Fatima, je suis comptable, enfin je suis responsable logistique, tu vois, du rayon truc, vous me connaissez tous. Moi, je voulais parler de 3 problèmes qu'on a dans nos quotidiens, et tu vois, talalala. Et en fait, on est en train de concevoir 3 trucs, il y a 3 fonctionnalités qui vont être vraiment bien pour vous, et c'est ça, et ça, et ça, et ça. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi sur le canal Slack, Teams, machin, etc. Paf! Et tu la transformes en champion power user, mais c'est encore mieux que de passer par des sales, parce que le sales est vu comme vendeur. C'est les clients qui vendent à eux-mêmes, donc un petit peu comme du referral naturel, quasiment, fait partie des gens qui sont dans ton panel de champions, qui soient internes ou externes. Donc ça c'est génial. Tu as ton truc strat au début, c'est-à-dire positionnement avec les execs, et après tu prends les sales, les business champions, et tu les fais tester, faire ça auprès des clients. J'aime bien le format de la vidéo, parce que c'est un peu nouveau et que c'est un petit peu un bon moyen de les embarquer. On va faire une newsletter, on va faire un email, oh, tu vois, ils n'ont pas trop envie. On va faire une vidéo où il y aura ta tête dessus. Oh, et ils flippent, et en même temps ils ont envie, et en même temps voilà, et après ils sont fiers de montrer ça. Et il faut qu'il y ait un petit côté comme ça aussi, où dans notre manière d'aborder le product marketing, on fasse des accès qui donnent envie. Et que ce soit gratifiant. En fait, les gens, ils ont une certaine fierté à avoir produit et d'être mis en valeur eux, tu vois. Et nous, en fait, on est juste les doers de ça, on est les facilitateurs, et au final, c'est eux qui brillent. Et ça, c'est pour moi une astuce ninja, c'était ça. Je fais briller les gens, Au service du produit. ouais, pour créer de l'engouement et que eux-mêmes soient, tu vois, les meilleurs vendeurs quelque part du truc qu'on est en train de concevoir, quoi. Pour résumer tout ce que tu as dit, s'il y a 3 choses à retenir, qu'est-ce que ce serait? Franchement, sur les choses à retenir, il y a 3 trucs. Le premier, c'est que ne pas parler de product marketing nulle part. On est des ninjas, on se rappelle, donc on n'en parle pas. Le deuxième truc, c'est quel est l'intérêt du stakeholder métier que tu as en face? Quel est l'intérêt des personnes qu'on va voir, qui sont les sales, les utilisateurs finaux, etc., à faire des choses? S'il n'y a pas d'intérêt, ça va être dur d'aller convaincre. Tout le monde a un agenda de ma boule, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de machin. Donc s'il n'y a pas un intérêt personnel, ça va être compliqué. Donc l'intérêt. Le troisième truc, c'est qu'il faut que les gens soient fiers en fait du résultat produit et qu'ils voient qu'il y a un petit peu d'eux dedans. Même sur une release note, même sur un sales kit, tu vois, un sales kit avec 2-3 trucs où les sales ont contribué à ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est dans l'appropriation du truc qu'il faut le faire avec pour les faire briller, on va dire, eux au final, et qu'ils soient fiers du truc produit. C'est ça, tu vois, mes astuces fatales. Après, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire ça partout. Il y a des gens qui sont très 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 forts et qui sont demandeurs de product marketing directement. Mais pour tous ceux qui écoutent le podcast et qui sont dans les endroits, y compris côté startup scale-up, tu vois, que parfois pas de sensibilité au product marketing, et bah arrêtez de convaincre de faire du product marketing. Faites des trucs dont les gens ont envie et ont un intérêt personnel de le faire. Testez 2-3 trucs. Alors oui, ce sera pas, tu vois, tout le funnel génial, on a tout adressé, on est trop fort, mais tu auras des premières petites victoires qui leur donneront envie de faire d'autres trucs. L'astuce, c'est d'y aller petit pas par petit pas, faire du win, faire des petites victoires, que les gens soient trop fiers de ces victoires-là, en fait, quoi, par rapport à ce qu'ils faisaient avant, tout simplement.
Il y a un sujet, je pense, qui est très intéressant à adresser, c'est le sujet des produits qui sont à destination des collaborateurs et qui sont parfois même obligatoires. Donc on se dit, bah, à quoi ça sert de vendre un produit qui est obligatoire? Quelle est ta vision et tes conseils justement pour travailler sur ces sujets-là, qui sont souvent complexes? Oh là, c'est le parent pauvre du parent pauvre du parent pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on est en corporate et en plus, c'est sur des applications qui sont obligatoires. Est-ce que tu as saisi tes temps, Carlotta, d'ailleurs? En fait, pareil, quand tu es en corpo, la culture traditionnelle des outils collaborateurs, que ce soit volontaire aujourd'hui ou pas, c'est inconscient, mais c'est ancré, c'est que ces outils-là sont faits avant tout pour les dirigeants qui veulent améliorer le suivi des coûts, des machins, piloter, etc., etc., etc. Ça a été pensé par ces gens-là, pour ces gens-là, et pour que eux, leur KPI soit bon, il faut qu'il y ait des gens qui saisissent des trucs. Le côté user-centric, j'aime autant de dire que c'était pas l'ADN de base. Et j'aime autant dire aussi que j'ai bossé, tu vois, pendant 2 ans exclusivement chez les directions financières. J'ai mes petites Suzanne Boyle à moi. Tu vois, tu te dis, waouh, ils sont moches, faire du product là-bas, c'est vilain. En fait, si tu bosses vraiment avec eux, tu fais ça. En fait, c'est des gens qui sont très passionnés, qui peuvent être très très forts aussi, qui peuvent être super. Et en fait, si on les transforme en Suzanne Boyle, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils sont moches et quand ils arrivent, c'est génial, bah t'as tout gagné, quoi. On a des endroits en fait où c'est compliqué. Après, est-ce qu'on peut faire comme avant et toujours prétendre qu'aujourd'hui, une boîte, elle est pyramidale? Et de toute façon, si le directeur l'a décidé, les collaborateurs vont se le cogner, et s'ils sont pas d'accord, c'est la porte. Je pense que c'était peut-être valide dans certains modèles d'organisation très très dictatoriaux où le collaborateur était plutôt un employé au service de l'entreprise et de son dirigeant. On a un tout petit peu changé de modèle. Et je vois de plus en plus de co-construction, etc. Mais ça, c'est pas pour faire chic. Ces trucs-là, c'est parce que les gens sentent qu'il y a une espèce d'équilibre en quelque part où il faut qu'il y ait un gain, ok, pour l'entreprise, pour ses applications dédiées aux collaborateurs, mais il faut qu'il y ait un gain pour aussi l'utilisateur. C'est pas un gain 100% utilisateur non plus. On peut être 100% user-centric, mais il faut que tu aies de la value en fait pour l'entreprise et pour les users, que ce soit plus équilibré. Donc la réponse, est-ce qu'il faut faire du product marketing pour ces produits destinés aux collaborateurs? En 3 mots, oui, oui et oui. Parce qu'il y a besoin pour ces produits-là de trouver en quoi le produit va être utilisé à ces collaborateurs-là. Surtout s'ils ont un pouvoir de dire non aux négociations. Tu sais, il y a certaines grandes entreprises qui ont une culture très syndicale, qui sont pas très verticales non plus. Vas-y, va imposer dans une entreprise super syndicale, utilisez cet outil-là, et sinon quoi? Sinon la grève? Ah non. Bon, bah dans ces cas-là, on va peut-être essayer de trouver de l'intérêt. Donc en fait, je vois le product marketing pour aussi apaiser ces images de relations entre le groupe et les collaborateurs, entre le chef, le management et puis le terrain. Franchement, c'est trop bien. Donc, trouver en quoi ça va être utile. Créer de l'engouement. Ouais, c'est possible de créer de l'engouement si c'est intéressant, en fait, et s'il y a quelque chose d'intéressant pour eux. Tout ne sera pas que pour eux, mais il y aura quand même des choses pour eux. Ça peut être aussi de faciliter leur onboarding dans le produit. Ceux qui nous écoutent sont en train de pleurer en pensant à la manière dont ils ont reçu leur nouvelle application de gestion de je ne sais quoi. Et paf, tiens, voilà, avec ton mode opératoire de 500 pages, ça t'apprendra. Peut-être qu'on peut faire des choses un peu mieux que ça aujourd'hui, quoi. Surtout, en fait, tu vois, dans notre quotidien, on est habitué à avoir un onboarding un peu coolos, on nous apprend les trucs, timeline step by step. On peut faire des choses comme ça aussi, hein, sur les applications d'entreprise, hein, c'est pas interdit. Et puis surtout de récupérer l'adoption. Parce que ça aussi, avant on disait je préfère me boucher les oreilles parce que tu comprends, la dernière fois qu'on a fait une enquête utilisateur, ils nous ont remonté que c'était tout pourri et du coup le chef il était énervé. Donc maintenant on le fait plus, on n'écoute plus parce que tu comprends, c'est je fais what, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut prendre ces sauts parfois de vomi, ça veut dire que globalement on n'a pas été forcément très bon et qu'on peut s'améliorer. Moi je le prends, il faut le prendre. Pour les entreprises qui veulent avoir un peu plus d'expérience collaborateur, expérience employée, enfin voilà. Le défi est beaucoup plus grand parce qu'on part de très très loin et de la culture très très verticale et de façon théotisée, à des trucs un peu anachroniques, tu vois, genre conduite du changement. Bisous à tous ceux qui ont de la conduite du changement. Conduite du changement, ça date de ça, c'est-à-dire que tu comprends bien le truc, c'est-à-dire que c'est bien descendant, tu vois. On va conduire le changement pour des gens qui sont un peu bêtes, tu vois. Donc on va conduire le changement pour eux, quoi, tu vois. Oh, ça c'est la catastrophe nucléaire, je trouve que ça date de cette époque-là. J'arrête ces mots-là aussi, je supporte pas ça. Même s'il y a des gens qui en font très bien, hein, mais rien que le terme, il est catastrophique, quoi. Donc voilà, sur ces trucs-là, tu vois, moi j'aime bien en fait dépasser ça et utiliser les mêmes techniques qu'on ferait sur du product marketing en fait client. La différence qu'il va y avoir en fait, on a parlé de champion tout à l'heure, on a parlé de trucs qu'on peut faire. C'était, moi j'ai fait ça avec des comptables. Je dis pas que les comptables c'est nul, au contraire, les comptables, même les comptables, c'est vachement faisable. On a fait des vidéos avec des comptables. Je te parlais, tu vois, de Fatima tout à l'heure, c'est une vraie comptable en fait, hein, qui est chez un conseil départemental du secteur public. Tu te dis attends, les product marketing pour de la compta dans le secteur public, t'es fou? Non, 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 ces gens-là sont preneurs et tu sais quoi, ils sont brillants en plus. Donc ça c'est fou, on peut le faire partout. Il n'y a pas de limite non plus sur est-ce que l'application elle est chiante, est-ce que le public, tu as des gros préconçus, ah bah non, tu comprends, c'est une application pour le RGPD, on va pas faire ça. Si, on va faire ça aussi. C'est tout à fait possible de le faire pour tous ces sujets-là. Il n'y a pas de limite. Moi, vraiment, je suis chaud de le faire. Encore une fois, alors là, le mot de marketing n'apparaît nulle part, surtout pas. S'ils veulent entendre dire le mot comme du changement, on dit oui.
On dit oui, on dit évidemment, bien sûr. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses qui nous permettent en fait de se créer de l'engouement, de l'attraction, de la visibilité, que les gens aient envie de s'inscrire. On va faire du community management, on va pas dire ça comme ça. On va dire oui, ça serait bien d'ouvrir un canal dans Teams pour que une fois par semaine, le champion, l'ambassadeur puisse partager un petit peu ce qui se passe en ce moment. Oui, en fait, c'est refaire même tout ce que tu as expliqué tout à l'heure. C'est, l'utiliser, pour des produits, internes, qui soient obligatoires ou pas. Parce que des produits qui sont obligatoires aujourd'hui ne le seront peut-être pas demain et c'est là où on va se mordre les doigts, en fait, quand, il y aura le choix. C'est ça. Tu sais que j'ai vécu un truc comme ça. J'ai vécu ça dans un grand groupe hôtelier international et en fait, ce grand groupe, à un moment donné, il y a eu un grand changement, dans ce groupe-là, il y a pas très longtemps, quelques années. C'est que, il y a eu un changement de direction, d'actionnaire, machin et en fait, tu vois, avant, il y avait énormément d'employés dans les hôtels et en fait, la décision a été prise finalement que l'entreprise devait non plus avoir tous ses hôtels en propre, mais plutôt, en fait, franchiser tout ça. Donc tu vois, dans le retail, ça nous parle aussi. Dans le retail, on avait franchisé. Mais quand on est franchisé, c'est plus tes collaborateurs, c'est des gens externes. Et au final, en fait, on était avec des RH qui disaient mais du coup, mes applications RH, j'en fais quoi? Est-ce qu'ils sont plus obligés de l'utiliser? Et en fait, non seulement ils sont plus obligés d'utiliser, mais en plus, je vais devoir leur vendre finalement l'application de RH parce que ce sont des externes. Ah! Et en fait, c'est extrême comme transition. Puisqu'il y a la monétisation. Oui, si tu veux monétiser, c'est de la vente réelle, donc il va falloir que les gens aient vraiment envie de payer pour cette application-là. Et alors, c'était une application de RH, et tu dis, si on voit bien ceux qui sont en corpo, qui nous écoutent, ou même pas en corpo, qui ont des applications de RH qui sont un peu pourraves, est-ce que tu paierais pour l'avoir ça? Pas forcément. Bien sûr, pas chez nous. Chez nous, on est d'accord, Carlotta, tout est parfait, tout est nickel. Mais on connaît des gens, des amis, tu comprends, qui éventuellement vivraient ça. Bref, donc là-dessus, on a dû être très, très fort. Comment on va faire des webinaires, comment on va faire de la value prop, comment on va définir des features qui aident vraiment les hôteliers dans leur quotidien à faire ça, à piloter, leur masse salariale, à aussi, recruter, et voilà, en fait, c'est un service vendu. J'aime bien prendre cet exemple extrême parce que eux ont été contraints du coup de faire du product marketing et d'être bien meilleurs que ce qu'ils faisaient avant avec leur pauvre conduite du changement, avec on va te faire une newsletter éclatée au sol et puis après tu auras une formation avec un mode opérateur qui fait 500 pages. Ça suffit plus dans ces cas-là, tu vois, de le collaborateur égale un franchisé. J'ai trouvé que c'était très très fort et je donne à chaque fois cet exemple-là. J'ai imaginé que vos collaborateurs puissent avoir le choix. Est-ce qu'ils paieraient pour cette application-là? Et parfois, en fait, c'est une bonne manière de l'entrevoir, surtout dans les grandes entreprises qui essayent de rééquilibrer un peu le côté top-down managérial et qui essaient de changer d'image, qui essaient de dire ouais, nous, quand on conçoit des applications, c'est avec les gens du métier, c'est aussi un peu pour eux. Il y a un équilibre à trouver, mais c'est aussi pour eux. Et ben, pensez à ça. Pensez à cet exemple-là de ce groupe hôtelier de est-ce qu'ils achèteraient? Est-ce qu'ils achèteraient ce produit? Et voilà, se cacher derrière, je fais plus d'enquête utilisateur ou je regarde pas le NPS parce que si je commence à l'afficher, je vais me prendre des claques en interne. Non, 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 regardons-le. Et si on n'est pas bon, excellent. Excellent, ça nous donne en fait des pistes en fait pour comment on améliore le messaging, le product, tout ça. Il faut être courageux sur les applications d'entreprise. Il faut y aller. Les gens ont très envie et puis surtout en fait on peut améliorer ça. C'est pas parfait, ok, on prend. C'est naze, ne le cachons pas. C'est pas grave. Y aller petit à petit, pas forcément, viser, la lune dès le début, mais trouver la petite action qui va permettre d'améliorer et en fait, finalement, si c'est les collaborateurs qui utilisent le produit, bah, on a de la «main-d'œuvre» entre guillemets, des personnes qui peuvent vraiment, bah, faire briller le produit en interne et du coup, il faut en profiter, en fait. Parfois, sur les produits d'entreprise, dans la manière générale, encore une fois, traditionnelle de faire des projets, c'est pas pareil partout, mais l'immense majorité, on va avoir des utilisateurs clés, tu sais. Je sais pas si tu entendu ça, des key users, des machins, un truc comme ça. En fait, ces gens-là, ils sont vus juste comme des gens qui vont fournir des idées de fonctionnalités et qui vont tester après. Moi, le key user, je mets un gros trait là-dessus. En fait, ça doit devenir tes ambassadeurs et tes champions. Alors, tout le monde est d'accord sur le principe. Et oui, ça serait bien qu'ils deviennent des ambassadeurs, mais en fait, la mission de ça, en fait, ils sont un peu laissés tout seuls. Je fais: «Bah, vas-y, maintenant, va en parler à tes collègues». Ah, ils se retrouvent un peu, comme ça parce qu'ils ont jamais fait ça. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là et je pense que notre rôle à nous, c'est OK, si ça doit devenir nos champions, comment on les aide à devenir des champions? Comment on les aide à animer une communauté? Comment on les aide à envoyer des news? Comment on les aide à, en fait, à mettre en avant le produit aussi? Parce que c'est pas leur job de base, c'est pas des marketeurs, c'est pas des vendeurs. On va pas leur dire qu'on va faire ça, mais on va les aider simplement à défendre leur job, ce qu'ils ont fait, l'intérêt qu'ils ont, pourquoi ce truc-là va être mieux et quelles sont bien sûr aussi les améliorations qu'on va avoir dans la roadmap parce qu'eux aussi ils doivent avoir ce rôle-là, bien sûr. Et les valoriser parce qu'au final, c'est comme tu dis, un travail en plus, finalement, donc il faut aussi valoriser. C'est ça, c'est pas leur job, ils le font en plus, et cetera. Si on peut les aider à se mettre en avant, à mettre en avant, pas uniquement d'un point de vue personnel, mais mettre en avant pourquoi c'est utile pour leurs collègues, pour ceux qui sont très attachés à leur travail. Tu sais, les key users qu'on voit, c'est pas parce qu'ils sont key users dans un service qu'ils ont pas une passion pour leur travail, hein.
Ces gens-là sont des gens passionnés, ils adorent ce qu'ils font. Donc, mettons en avant cette passion-là, quoi. Mettons en avant pourquoi c'est intéressant, pourquoi cette problématique-là, elle est forte, pourquoi cette solution-là, elle va vraiment les aider. Voilà, moi, je crois à ça. Je crois au fait de mettre en avant les gens et que le product marketing, ça a une immense valeur pour sortir de ce truc-là un peu très vertical où on ne sait pas quoi faire d'autre parce que on a toujours fait comme ça. Et que même si la volonté est de dire, il faudrait qu'on ait les ambassadeurs et qu'on ait cet état d'esprit, on ne sait pas quoi faire parce qu'on l'a jamais fait. Donc, on dira pas qu'on en fait. Mais à la fin, regarde ce qu'on a fait ici, tu as vu ces trucs-là. Ça, c'est du product marketing. Et ça, les amis, c'est peut-être le futur de la conduite du changement. Bah écoute, c'est un merveilleux mot de la fin, Julien. Mais oui, mais oui. On est les ninjas, on a la win et voilà, on va être le futur en effet de ces trucs-là. Mais voilà, c'est petit pas par petit pas. Et surtout, on célèbre les victoires parce que tout n'est pas gagné. Et si on lit les livres, si on regarde en fait tous les génies du product marketing et ce qu'ils font, c'est incroyable. Ça peut être très démotivant aussi de se dire, oh, tu vois, ces génies, c'est impossible, j'y ferai jamais. Moi, j'arrive dans un endroit, je prends des petites victoires. Et franchement, prenez tous des petites victoires, tous les product marketeurs qui nous écoutent. Tu as fait ta première newsletter, tu as fait ta première vidéo qui fait ça, tu as ton premier stakeholder qui est en train de pitcher à tes clients. Grosse victoire, ok? C'est pas tout. On est loin d'avoir tout fait, mais grosse victoire. On se prend des victoires. C'est ça qu'on fait. Merci pour toutes ces astuces et conseils. Franchement, je pense que là, tu as motivé toute la troupe et tous les auditeurs du podcast. Let's go. Gros bisous aux product marketeurs en corpo parce qu'on sait à quel point c'est pas facile, mais voilà. On est des vrais pionniers, hein. Franchement, c'est pas simple, mais voilà. Victoire. C'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur le podcast, parce que c'était un sujet qu'on n'avait pas encore abordé et super important pour faire connaître aussi le product marketing sous toutes ses formes et sous tous ses enjeux aussi. Merci à toi surtout. Bah, avec plaisir. Méga podcast, je kiffe. À moi. Merci. Bah, justement, pour finir, je pose toujours les mêmes questions à la fin. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast? Moi, j'ai une suggestion à te faire et tu vas pas aimer. Moi, j'aimerais t'entendre toi. Ah, c'est vrai que je donne beaucoup la parole, mais je parle moins. Et ouais, ça serait cool en fait que tu vois, il y a un petit côté river, c'est quelqu'un qui t'interviewe pour comprendre aussi ce que tu fais, tu vois, tes astuces. Ça serait top. Une autre personne qui, je pense, qui est côté international, parce que c'est vrai que le product marketing, il y en a quand même beaucoup, peut-être beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, on va dire au sens large, et nous, on l'adapte petit à petit. Il y a une femme que je suis sur LinkedIn, que je trouve, franchement, c'est une grosse source d'inspiration, c'est Elena Madrigal, tu la connais peut-être, etc. Pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui est ultra inspirant. Elle a fait énormément de boîtes. Quand elle arrive, ça change tout à chaque fois. Pourquoi pas l'interviewer ou en tout cas juste la suivre. Voilà, je trouve que Elena Madrigal, enfin, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent la connaissent déjà et que je leur apprends zéro. Non, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, voilà. Donc toi-même, déjà, de base. Et puis Elena Madrigal aussi sur le côté international parce qu'on a beaucoup d'autres choses à apprendre, ce qu'elle a pu faire en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, dans d'autres contextes, d'autres cultures. Je verrai ce que je peux faire pour faire des épisodes étrangers en anglais. Ce serait cool. Enfin, il y a plein de personnes au final, américaines, anglaises, qui peuvent aussi apporter énormément de choses. Donc, ça peut être super intéressant. Et pour finir, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter pour te remercier, pour éventuellement rejoindre ton club, échanger avec toi? Eh bien, puisque je suis en corporate, vous pouvez me contacter par email ou Teams. Non, je déconne. Donc, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Voilà, Julien Laforêt, Juju Lafride, vous verrez, c'est facile. Je réponds comme je peux, j'essaie de répondre à tout le monde, mais avec grand plaisir. Je partage régulièrement des trucs, tu vois, autour du product management dans les grandes entreprises. On a parlé aujourd'hui de product marketing parce que c'est un sujet qui me passionne bien, mais on essaie de faire plein de trucs. Il y a un Slack French Produit aussi, voilà, avec dedans des premiers, c'est les auditeurs. Allez-y, il y a des channels dédiés, on va dire, sur le product marketing. Si vous voulez poser des questions entre pairs, il y a 2-3 stars qui sont là aussi dedans, enfin, stars au sens des gens qui sont un petit peu en avance, peut-être par rapport à d'autres qui peuvent vous filer des trucs. Grosse communauté d'entraide, donc French Produit, c'est la vie. Et puis après, Club Product Incorp, il y a deux trucs. Il y a une partie avec des execs, en fait. Donc là, on se voit entre execs de corpo pour pleurer entre nous et surtout trouver des solutions. Mais c'est important voilà, qu'on puisse s'adapter tu vois, à notre secteur peu particulier, où le product n'est pas roi, on va dire. Et puis, de temps en temps, on va faire des ateliers une fois par mois, régulièrement, à partir de septembre, octobre, novembre, avec cette fois des équipes product. Alors, on regardera sûrement qu'on fera des choses autour du product marketing en corpo. Je ne sais pas encore quand exactement, mais voilà, on annoncera ça sur LinkedIn, pareil. Ça sera réservé, entre guillemets, aux product et aux product marketeurs de corporate, non pas pour exclure les autres, mais parce qu'ils ont besoin de se parler entre eux de leurs problèmes, qui sont un tout petit peu différents. Il y a aussi des solutions, tu vois, on en parlait de trucs de ninja, là. C'est vrai que si tu es en scale-up et tu nous écoutes ou en startup, tu nous dis, mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de moyens contournés, bizarroïdes pour faire ça? Bah ouais, parce que nous, on arrive dans un endroit où la culture product ou product marketing, elle est pas là, donc on est obligé de pirater, quoi. Et donc, on fait ça plutôt voilà, pour les corpos qui ont besoin d'aide. Voilà, la communauté product marketing, il y a des gens géniaux aussi dans French Produit. Allez-y, c'est trop bien. Génial.
Merci encore Julien pour ton temps, pour tes explications, ta bonne humeur. C'était génial. La frite forever. Merci surtout à toi, Carlotta. Je sais à quel point, c'est fou quand même de lancer cette aventure-là. T'as plein de monde. Moi, je sais pas ce que je fous là parmi tous les autres que j'ai vus avant et après, mais je suis ravi d'être là. Et plein de bisous à tous les product marketeurs qui nous écoutent. On est au début de l'aventure et ça va être incroyable. Exactement. À bientôt. Salut, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.